Très heureuse de vous retrouver ce matin. Vous êtes sur For You Media Africa et c'est bien sûr votre matinale informative. Vous le savez, chers téléspectateurs, une fois de plus, merci de votre fidélité. On rappelle que vous nous suivez également en direct de nos différentes plateformes. Facebook, vous pouvez nous trouver en direct, YouTube, vous pouvez également, mais aussi à travers notre application For You Media. Donc, vous pouvez bien sûr, si vous souhaitez participer également, soit par message ou appel à ce programme de la matinale. Ce matin, nous allons essentiellement parler du Mali. Nous allons aborder l'actualité de ce côté-là. D'abord, on reviendra sur ce débat qui s'est tenu du côté du Conseil de sécurité des Nations Unies. On nous dit en tout cas, on a un extrait, c'est avec cet extrait qu'on va essayer d'exploiter, de commenter l'actualité autour le Mali qui recadre du moins ce débat entre les représentants du Mali, de la France, mais aussi de l'Équateur, un pays qu'on n'a pas souvent entendu en tout cas, mais on va suivre tout à l'heure cette vidéo et bien sûr on parle entre autres, il était question de parler des questions de droits de l'homme du côté du Mali. Et bien tout à l'heure avec notre invité on va analyser cette situation, du moins les différentes déclarations des différents représentants là-bas du côté du Conseil de sécurité des Nations Unies. Inutile également de vous rappeler qu'en ce mois d'avril, c'est bien sûr la Russie qui tient à la présidence du Conseil de sécurité des Nations Unies. Cela avait déjà été annoncé et plusieurs thématiques du genre sont bien sûr prévues durant tout ce mois d'avril. On y reviendra tout à l'heure, mais on restera toujours au Mali pour la seconde thématique. Et cette fois-ci, on parle de cette pression, comme on le dit depuis, cette pression exercée par le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, on nous dit qu'il met la pression sur les autorités de la transition pour accélérer le processus, du moins les élections, pour que le pouvoir retourne aux civils. C'est ce qu'on nous dit. Tout à l'heure également, on en parlera, on essaiera de comprendre les enjeux autour de cette actualité. Est-ce qu'aujourd'hui le Mali est prêt à organiser les élections? On sait que cela a fait débat, c'est pas la première fois. De ce côté-là, on met également en avant l'argument sécuritaire. Est-ce que, rendu à aujourd'hui, cet argument tient? Est-ce que l'ONU a le droit ou raison d'interpeller les autorités maliennes sur cette question? Que veut le peuple malien aujourd'hui? De toutes les façons, on en parlera bien sûr dans le cadre de cette émission. Mais avant peut-être aussi de présenter notre invité, on va d'abord faire le tour de l'actualité en images. Dans un rapport rendu public à quelques jours d'une réunion du Conseil qui se tiendra à huis clos sur le Sahara occidental sous la présidence de la Russie, le 19 avril, M. Guterres s'inquiète de la persistance des violences et de leur impact sur les populations et de l'impasse dans laquelle se trouve un important accord de paix entre l'État malien et des groupes armés du Nord. Dans ce rapport trimestriel, M. Guterres relève les progrès accomplis sur cette voie, comme la rédaction d'un projet de constitution et la création d'une autorité de gestion des élections. Mais il ajoute du retard qui a été justement pris dans l'exécution de certaines activités essentielles. À moins d'un an de la fin prévue de la transition, il incombe aux autorités maliennes de faire tout ce qui est en leur pouvoir pour accélérer ce processus, de sorte que l'ordre constitutionnel soit rétabli dans les délais convenus. Seulement, Guterres semble oublier qu'une mission de stabilisation de l'ONU, la MINUSMA, est donc déployée au Mali, et ce, depuis 2013, avec environ 13 800 soldats et policiers à ce jour. Une présence qui n'a porté aucun bon fruit. Le Mali a justement été le théâtre d'un seul véritable putsch depuis 2020 et est dirigé donc par des militaires adoubés par le peuple. Sous la pression internationale, le gouvernement de transition s'est engagé à céder la place d'ici mars 2024. La réponse justement à ce rapport ne s'est pas du tout fait attendre.
Car dans un mémorandum publié sur les réseaux sociaux, le gouvernement malien assure que la mise en œuvre diligente du chronogramme de la transition demeure une priorité des autorités maliennes. Il assure aussi rester engagé et disponible pour la mise en œuvre diligente de l'accord d'Alger. Il remet ici en question le fondement de mise en cause de M. Guterres, selon lequel les forces maliennes ont commis des abus contre des civils lors d'opérations auxquelles a pris part du personnel de sécurité étranger. Le gouvernement revendique une amélioration de la situation sécuritaire et la neutralisation de centaines de terroristes au cours de ces 3 derniers mois. M. Guterres parle, lui, de conditions de sécurité toujours précaires. Il relève les restrictions imposées par les autorités maliennes au déplacement aérien ou terrestre de la MINUSMA. Une critique également rejetée par le gouvernement de transition malien. En attendant les conclusions de la visite de travail de l'Alliance internationale des BRICS en République centrafricaine, les hôtes du président Faustin Archange Touadéra ont décliné devant les membres du gouvernement réunis au Palais de la Renaissance le 11 avril les projets clés sur lesquels ils souhaitent investir pour donner un coup d'accélérateur au processus de développement du Centrafrique. Il s'agit de 7 projets stratégiques, tels que cités par le représentant de l'Alliance en Afrique centrale et en Afrique de l'Ouest, l'Ivoirien Awadon Melo. Ces 7 projets, ça concerne tout ce qui est télécommunication, télédétection et infrastructure digitale pour une meilleure fluidité en matière de communication, Internet, mais aussi en matière d'évaluation des ressources minières et agricoles du pays. Et le deuxième projet important, c'est le secteur de l'énergie. Vous savez que le problème d'énergie est fondamental et donc nous avons retenu un projet fondamental qui est la production de l'énergie à partir de kits solaires, mais aussi de mini-centrales nucléaires qui permettent de produire beaucoup d'électricité mais avec peu de ressources d'uranium. La forte délégation conduite par la présidente Larissa Zelentsova est constituée de plusieurs nationalités, dont de nombreux Russes, à l'instar de Sergei Sozarev, le patron de l'UNESCO, spécialisé dans les économies vertes et les énergies renouvelables. L'Indien Sanjay Kapoor, vice-président de l'Alliance, par ailleurs PDG de Galactic Private Limited, est quant à lui spécialisé dans les domaines satellitaires et la construction des infrastructures. Enfin, Ibrahim Zabet des Émirats Arabes Unis pour l'exploitation minière. Rappelons que cette visite des BRICS Alliance en terre centrafricaine est la deuxième du genre en 4 mois, après celle de novembre dernier qui a vu la désignation de Bangui comme capitale régionale des BRICS en Afrique centrale. C'est sous le thème « Transition politique, transition digitale », remettre la dématérialisation des procédures administratives au cœur de la réforme de l'État au profit des citoyens burkinabés que s'est tenue les assises nationales sur la dématérialisation. Selon la ministre de la Transition digitale, des postes et des télécommunications électroniques, Aminata Zerbo Saban, cette volonté des autorités a été réaffirmée lors de la session ordinaire du Conseil national de la modernisation, de l'administration et de la bonne gouvernance tenue en juin 2022. Sur 492 procédures à dématérialiser à l'horizon 2020, 106 ont effectivement été dématérialisées au sein des ministères et institutions à la date de février 2023, soit un pourcentage de 21,5%, a donc fait savoir la ministre en charge de la transition digitale. Revenant sur les procédures considérées comme dématérialisées, la ministre Zerbo déplore que leur accessibilité et leur exploitation demeurent limitées. De son avis, les besoins et la nécessité restent donc entiers, voire exacerbés, avec la situation sécuritaire qui a donc entraîné la fermeture de plusieurs structures administratives dans certaines zones. Aussi a-t-elle souhaité un renforcement en ressources financières et humaines pour une bonne marche de ce processus combien capital pour le Burkina Faso. La contribution du département dans la politique de dématérialisation se traduit donc à travers une vraie réforme profonde de l'administration publique, débarrassée de la nonchalance, du désintérêt face aux attentes des usagers, mais aussi de la corruption. Cet engagement donc entre en droite ligne dans les objectifs de la transition, à savoir la reconquête de l'intégrité du territoire, gage d'un retour définitif à la paix. Mais nous, ce qu'on a dit, c'est qu'on est contre cette opération
On a engagé des discussions avec notre partenaire la France, qui est un partenaire, et qu'on pense que le dialogue, ça peut apporter une réponse positive plutôt que des actions comme ça. Donc j'espère, mais nous, jusqu'alors on ne sait pas, mais j'espère que ça va être annulé pour qu'on puisse discuter, voir les voix et moi, à ce qu'effectivement la paix et la sécurité règnent dans notre pays, dans la région. On a tout intérêt. Écoutez, quelle réponse, c'est une bonne question. On n'a pas les moyens d'aller l'arrêter par la force. Là, on va se prendre, on va prendre pour les autorités pour essayer de voir en fait comment ils peuvent arrêter ça. Mais en tout cas, on ne va pas rester insensible à ça. Tout le monde en est conscient. La France nous a soutenus, que ce soit dans la CEPAD. C'est le premier pays à pouvoir contribuer à un montant conséquent, 150 millions, encore concrètement, surtout dans un domaine sensible que l'insertion des jeunes. De ce côté-là, on ne peut qu'être quand même reconnaissant. Bon, malgré cet incident-là, mais tout le monde est au courant que depuis belle lurette, nous avons des bonnes relations avec la France. Et puis, comme vous le savez, nous avons une diaspora en France. On a intérêt à ce que ces relations soient pérennes pour qu'effectivement les Comoriens qui vivent en France puissent être en sécurité. De ce côté-là, bon, c'est un petit roi qui a dit on va trouver une solution, mais je pense que tout le monde a été conscient qu'on a de très bonnes relations avec la France. Refoulés par les autorités algériennes, ils sont des milliers depuis le début de l'année 2023 à atterrir dans le centre de transit d'Azamaka au Niger. Ils sont désormais plus de 4500 aérés dans ces terres balayés par des vents après 15 km de marche à pied dans le désert. Le centre de transit, géré par l'Organisation internationale des migrations, la principale organisation intergouvernementale dans ce domaine, est désormais débordé par l'afflux et ne prend en charge qu'environ un tiers de ces refoulés. Quand on est arrivé ici, on nous a dit qu'on ne nous reconnaît pas en tant que migrants de l'OIM et donc qu'on n'a qu'à payer notre transport pour entrer au pays, s'insurge Abdul Karim Bamkara, en Ivoirien. À Azamaka, les citernes d'eau sont vides, les rations insuffisantes et les abris trop rares. Alors que la température frôle parfois les 48 degrés par jour, des milliers de personnes s'entassent contre des murs ou sous les bâches de fortune pour trouver un coin d'ombre. Dépouillés de tout leur bien en Algérie selon leurs témoignages, les refoulés ne peuvent ni appeler leurs proches, ni payer leur voyage au retour. Ils sont alors condamnés à survivre dans cette prison de sable pour une durée indéterminée et souvent pour plusieurs mois. L'annonce a été faite par le porte-parole du secrétaire général des Nations Unies. Entre les 5 et 7 avril dernier, un convoi a terminé l'approvisionnement de deux des sites de la mine Urso à l'est du mur de sable, à Tiferiti et à Marès, avec le soutien du Front Polisario et du Maroc. Selon Stéphane Duharich, cet approvisionnement va permettre au site de rester opérationnel en besoin critique, notamment en carburant. Aussi, au regard du contexte, il est vital de poursuivre sur cette lancée et d'assurer que la mission puisse continuer. Ses efforts sur le terrain et sa présence sur l'ensemble du territoire dans le but de créer un espace pour un progrès du processus politique, a-t-il poursuivi. Une véritable bouffée d'oxygène, car aucun convoi terrestre n'avait été autorisé depuis le 13 novembre 2020. Des approvisionnements avaient pu être effectués par avion et hélicoptère, mais pas pour des équipements lourds, notamment des véhicules. Le Sahara occidental, ancienne colonie espagnole, est considéré comme un territoire non autonome par les Nations Unies en l'absence d'un règlement définitif. Il oppose, depuis des décennies, le Maroc au Front Polisario, soutenu par Alger. Rabat, qui contrôle près de 80% de ce vaste territoire, prône un plan d'autonomie sous sa souveraineté. Le Front Polisario réclame pour sa part le référendum d'autodétermination sous l'égide des Nations Unies qui avait été prévu lors de la signature en 1991 d'un cessez-le-feu, mais jamais concrétisé. Voilà, donc merci à la rédaction de For You Media Africa pour ces éléments. On va ouvrir ici, nous, le débat avec notre invité, le docteur Yamb Timba. Bonjour. Bonjour, Mme Zika. Merci d'être là ce matin, docteur Yamb.
On parle du Mali. Alors, on va aborder le premier pan de cette actualité. On revient, on parle de ce débat au sein du Conseil de sécurité des Nations Unies, débat houleux entre le Mali, la France et bien sûr l'Équateur. Je vais, avec le concours de la réalisation, vous laisser également suivre cet extrait écouté. Ensuite, on reviendra sur le plateau pour en débattre. Je puis vous assurer donc que le gouvernement continuera d'œuvrer inlassablement pour la promotion et la protection des droits de l'homme, ainsi que le respect du droit international humanitaire sur notre territoire. Cependant, le Mali se dressera avec force et avec la même énergie contre toute utilisation de la question des droits de l'homme à des fins politiques ou de déstabilisation. Vous avez entendu tout à l'heure l'ambassadeur de France parler avec détermination concernant la situation des droits de l'homme au Mali. Je voudrais tout simplement vous dire qu'il a eu une mémoire sélective lorsqu'il a parlé spécifiquement du cas de Moura. L'ambassadeur de France se rappellera que dans le rapport de la Commission d'enquête internationale sur le Mali, plusieurs paragraphes sont consacrés aux violations des droits de l'homme sur les populations maliennes par les forces françaises. J'aurais aimé qu'il ait la même détermination à évoquer cela. Deuxièmement, j'aurais aimé que l'ambassadeur de France, s'il n'avait pas la mémoire sélective, dise à ses conseils qu'en janvier 2021, les forces françaises ont transformé une célébration de mariage en deuil national au Mali, à Bounti. J'aurais bien aimé, s'ils n'avaient pas la mémoire sélective, qu'ils disent à ce conseil les efforts qu'ils ont faits pour donner suite au rapport qui a été publié ou aux deux rapports qui ont été publiés, pour ne prendre que ces deux exemples. J'ai entendu autour de cette table plusieurs interpellations, y compris de mon voisin de l'Équateur. Je voudrais lui dire ceci. Le Mali a très peu de leçons, sinon pas du tout de leçons à recevoir d'un pays qui est également interpellé par rapport aux violations des droits de l'homme. La liberté d'expression, la liberté de se réunir, les persécutions contre les journalistes, les persécutions contre les procureurs et les juges sont monnaie courante dans votre pays. Donc n'ayons pas la mémoire sélective concernant les droits de l'homme. Elles sont valables pour nous tous. Donc je voudrais rassurer tout le monde, nous restons déterminés à travailler avec vous à l'amélioration de la situation des droits de l'homme, mais nous sommes opposés à la politisation et à la stigmatisation concernant cette question spécifique. Je n'ai évidemment pas l'intention de polémiquer avec le représentant du Mali. En effet, tout ce qui est excessif est insignifiant. Et ce qu'il vient de nous dire concernant mon pays était excessif et donc insignifiant. Je voudrais juste rappeler deux choses. D'abord, au début de l'année 2013, et dans mes fonctions précédentes, j'ai été associé à ces décisions à chaque étape, la France est intervenue au Mali à la demande des autorités maliennes. Au début de 2013, le Mali faisait face à une offensive d'Al-Qaïda au Mali, dont les forces progressaient vers la capitale et auraient pris le contrôle intégral du Mali à quelques jours près, à 24 heures ou 48 heures près. Au début de 2013, qu'on le veuille ou non, c'est l'armée française qui a sauvé l'indépendance du Mali, qui sinon serait tombée aux mains d'un groupe terroriste Al-Qaïda au Maghreb islamique et ses autres partenaires. Première chose. Deuxième chose, depuis le début 2013, ce sont 50 soldats français qui sont tombés au Mali pour la défense de l'intégrité, de la souveraineté et de la paix au Mali. Pour rien d'autre. C'est ce qui s'est passé. Et troisièmement, s'agissant des incidents évoqués par le représentant du Mali, tout cela est parfaitement inexact, à commencer par les accusations relatives au mariage qui s'était déroulé dans le village de Bounti. J'ai eu moi-même l'occasion de rencontrer le secrétaire général des Nations Unies et de lui diffuser les images enregistrées à ce moment-là pour expliquer ce qui s'était passé. Et les premières estimations et rapports des Nations Unies étaient malheureusement totalement
totalement inexacte et infondée. Donc basons-nous sur des faits, aidons les Nations Unies à faire leur travail, espérons qu'elles vont pouvoir continuer à enquêter dans le domaine des droits de l'homme. Attendons patiemment que le rapport de Moura sorte. Il y a eu 300 morts en mars 2022 à Moura. On attend toujours le rapport du Conseil des droits de l'homme. Et pour sa part, la France continuera à aider le Mali et la population malienne qui souffre et qui a besoin de paix et probablement de démocratie. Je remercie le représentant de la France et je donne la parole à l'Équateur qui a demandé la parole pour réagir également. Merci, Monsieur le Président. Ce n'est pas non plus mon intention de polémiquer avec le représentant du gouvernement malien. J'aimerais toutefois apporter quelques précisions. Je n'ai pas eu l'intention, nous n'avons pas essayé de faire la leçon au gouvernement malien s'agissant des droits humains. Les droits humains ne doivent pas être politisés. Les droits humains concernent l'ensemble de l'humanité, ils ne sont l'apanage d'aucun pays. On a fait mention de l'Équateur, cela m'a surpris parce que l'Équateur vit dans un régime de démocratie, aucun journaliste n'a été poursuivi, ce n'a pas été le cas non plus de procureur ou de juge. Peut-être que le gouvernement du Mali n'est pas au courant du fait que le mandat du gouvernement de M. Correa s'est terminé il y a 4 ans. Je remercie le représentant de l'Équateur. Je dois relever que notre discussion prend un caractère interactif. Et je donne à présent la parole au Mali, qui a demandé la parole pour pouvoir réagir. Merci, Monsieur le Président. Non, je serai très bref. Je n'ai pas non plus de l'intention d'engager une polémique. Je voudrais tout simplement dire que la situation des droits de l'homme au Mali est une source de préoccupation majeure pour le gouvernement. Nous travaillons à son amélioration. Elle est intimement liée à la situation sécuritaire du pays et c'est pourquoi d'ailleurs nous mettons l'accent sur la situation sécuritaire. Par contre, vous avez entendu l'ambassadeur de France et je m'inscris totalement en faux de ce qu'il dit concernant les différents rapports. C'est des documents qui existent. C'est des documents disponibles sur ce qui s'est passé. Donc vraiment, je le renvoie à ces documents-là. Et deux, nous avons demandé une réunion spéciale du Conseil justement pour évoquer les violations répétées de notre espace aérien et les cas d'espionnage dont nous sommes l'objet. Je pense que c'est l'occasion, si l'ambassade de France le fait bien, elle peut lever, la France peut demander, peut lever les restrictions, peut lever justement les blocages pour la tenue de cette réunion. Nous aurions l'occasion de mettre nos preuves sur la table. Donc encore une fois, notre souci majeur, c'est la sécurité du peuple malien, c'est des réformes politiques et institutionnelles, c'est ce que nous faisons. Et je reste ouvert à engager la discussion avec mon ami de l'Équateur et avec l'ambassadeur de France. Je suis sûr qu'il y a un espace pour qu'on se comprenne, mais arrêtons de politiser la question des droits de l'homme. Merci, Monsieur le Président. Je remercie le représentant du Mali. Je n'ai plus d'intervenants sur ma liste. J'invite les membres du Conseil à se rendre en consultation officieuse pour poursuivre la discussion de cette question. Je lève la séance. Voilà, merci pour cet extrait. On a bien suivi, écouté les différentes parties, le Mali, la France et bien sûr l'Équateur. Ce qu'on comprend également, c'est que le Mali a sollicité une réunion au niveau du Conseil de sécurité pour dénoncer les violations justement de son espace, entre autres. On y reviendra tout à l'heure, mais justement, ouvrons le débat concernant ces différentes déclarations. Déjà, on peut dire quoi, la problématique plus ou moins qui semble se dégager, principale, qui crée ou alors qui a créé le débat, la question des droits de l'homme au Mali, Dr Young. Est-ce que des pays qui n'ont aucune réelle histoire ou qui n'ont pas une histoire aussi ancienne des droits de l'homme que le Mali sont censés donner des leçons de droits de l'homme au Mali? Vous savez, le recadrage que fait le représentant du Mali est très doux. Il est plutôt doux. Parce que, vous savez, chaque fois que la France se présente à la face du monde, c'est « Oh, c'est le pays des droits de l'homme, etc. » Mais messieurs,
vous êtes les arrière-petits-enfants des droits de l'homme par rapport au Mali. Le Mali parle des droits de l'homme presque un millénaire avant que vous, avec un document, une charte, avant que vous n'y arriviez. Et vous donnez des leçons de droits de l'homme à un pays qui a initié les droits de l'homme. Je crois qu'il y a quelque chose quand même dans les eaux troubles des relations internationales. Et je veux dire qu'un minimum de courtoisie intellectuelle, d'honnêteté intellectuelle, pourrait aider ces relations internationales à être meilleures. Lorsqu'on parle des droits de l'homme, je crois que les pays comme la France, d'abord historiquement, n'ont pas de leçons à donner aux Africains. Parce que bien avant que des Français imaginent que ça peut exister, nous on avait des chartes. C'est-à-dire qu'on n'en parlait pas de bouche. On avait des chartes, des documents officiels sur la question. Et l'autre chose, c'est lorsque vous avez l'Équateur qui relève ce genre de questions relativement au Mali et qui se rétracte en fait, en disant il ne faut pas politiser ça, parce qu'ils savent très bien que si on met ça sur la table et qu'on creuse chez tout le monde, ce ne sera pas si évident. La France qui parle là, les violations répétées des droits de l'homme au quotidien, ils veulent qu'on en parle. Eurogent Force qui matraquait les gens les gilets jaunes et tout ça, qui en parle? Enfin, les Africains ne veulent pas forcément en parler parce que ça ne les intéresse pas. Après, les Français font ce qu'ils veulent. S'ils veulent détruire leur pays, ils n'ont qu'à le détruire. Mais c'est dommage, parce que s'ils détruisent leur pays, ils détruisent une partie de l'humanité et c'est inacceptable. Donc, mais il faut comprendre que cette façon de procéder, parce que vous n'avez plus rien à opposer au Mali, vous allez chercher quelque chose dont la définition dans la bouche de la plupart des Occidentaux et des Européens est devenue tellement vague que personne ne sait de quoi on parle. Qu'est-ce qu'ils appellent droits de l'homme? C'est les droits de l'homme que de devenir la cible, d'être la cible des terroristes, des mercenaires qui déferlent sur le nord du Mali, et de pouvoir se faire massacrer facilement. C'est les droits de l'homme que d'être massacré par la force Barkhane. C'est ça les droits de l'homme? Je pense qu'il faut qu'on arrête à un moment donné de dire tout et n'importe quoi sur l'Afrique. J'ai apprécié le recadrage parce que je crois que, et ça a été bien senti, et j'apprécie le fait que ça a été un recadrage assez ferme, assez clairement, et puis technique. C'est pas un recadrage avec de la propagande, sur des faits. Alors quand les gens évoquent les faits, parlons-en. Comment on en arrive à la situation de 2013? Et justement, puisque la France estime, le représentant français rappelle, selon lui en tout cas, que c'est l'armée française qui a sauvé le Mali. Non, justement. Je pense qu'il a la mémoire courte. Encore une fois, il faut que la France fasse ses leçons d'histoire. Pourquoi est-ce qu'on n'a jamais dit que l'armée malienne est en France? C'est la France qui vient au Mali. Au 19e et au 20e siècle. Les Maliens ne les ont jamais appelés. Donc, ils viennent là pourquoi? Ils viennent là parce qu'ils cherchent des matières premières, ils cherchent des débouchés. Ils veulent des colonies. Et en 2013, la seule chose qu'ils veulent sauver, c'est le coton malien. Il ne faut pas du tout que ça... Finalement, ils disent... Ah oui, mais ces gars, on les a armés en bombardant la Libye, mais il faut quand même qu'on s'assure qu'on maintienne un certain nombre de choses. Et c'est parce que c'est la politique française, l'emprise de la France sur ces pays-là, qui les a empêchés de s'armer. Ils auraient été des pays puissants, qu'il n'y aurait pas eu ce genre d'épisode malheureux. Mais depuis que le Mali s'est affranchi intellectuellement, géopolitiquement et politiquement, est-ce qu'il y a les terroristes qui déferlent encore sur Bamako? Donc, au fond, et c'est mon point de vue, tout ce qui se passe au Mali, dans les pays africains, c'est l'auteur, c'est la France. C'est elle qui a causé tout ça. Les Africains n'en sont pas responsables. D'ailleurs, tout ce qu'il y a comme violation éventuelle des droits de l'homme au Mali, c'est la France qui en est responsable. Totalement. Totalement, parce que la situation historique a été créée par la France. Ce n'est pas le Mali. Le Mali n'a jamais décidé d'être une colonie française. Jamais. C'est les Français qui ont décidé d'en faire une colonie. Et en faisant une colonie, ils ont décidé que ce pays-là ne pouvait pas s'organiser selon ses propres usages et coutumes, selon ses propres préceptes historiques, mais qu'il va s'organiser selon le mode d'organisation bancale des Européens et des Français.
La conséquence, c'est qu'on se retrouve dans une situation où les autorités qui se sont succédées ont perdu le contrôle du pays. Et pourquoi? Parce que la théorie du chaos de l'Occident arrangeait bien et s'accommodait fort bien de cela. Et c'était d'ailleurs une de ses réalisations les plus intéressantes. Du coup, vous avez quand même un type qui dénie totalement. C'est-à-dire que vous avez un type qui n'a qui veut nier toute la responsabilité de la France dans cette affaire. D'ailleurs, je pense que les représentants maliens auraient dû leur rappeler que tout ce qui se fait au Mali est causé par la France. Et que tout ce qui s'y fait, il faudra qu'un jour que la France en réponde, forcément. Parce que si les gens meurent à Bounty, ce sont quand même pas des herbes qu'on a coupées pour faire des champs. Il faudrait que quelqu'un réponde de ce qui s'y passe. Parlons de Moura. Mais de Moura, il y a 300. Alors, donc l'armée malienne débarque, en moins de 48 heures, tue 300 personnes, réussit à faire un charnier, et puis le referme, et tout d'un coup, commence à crier qu'il y a eu un massacre. Je pense que l'armée malienne a quand même Je pense même d'ailleurs qu'il n'y a aucune armée capable de faire ça. Il n'y a aucune armée dans le monde qui peut tuer 300 personnes en étant arrivée dans une zone qu'elle ne contrôlait pas et tout d'un coup tue 300 personnes. Comment elle s'est déployée, l'armée malienne? Mais ce qui est curieux, c'est que cette charnier se trouve quand même à côté du camp qu'occupait la force Barkhane. Tout à fait, oui. Donc, il faudrait bien nous dire quel est le lien. Et nous avons quand même la police scientifique. Ce sera déterminé. Pourquoi l'ambassadeur de France court? Il ne faut pas courir dans le sac. Il faut rester tranquille. Encore les rapports. Restez tranquille, il y aura les rapports. Ce ne sont pas les rapports bizarres de l'ONU qui sont très souvent alambiqués, qu'on nous présente là pour protéger 2 ou 3 petites choses. Là, on va faire une enquête et elle sera faite sereinement et les résultats seront connus. Je crois que chaque fois que nous prenons la parole, tant que nos pays ne seront ni libres ni souverains, il faudrait rappeler aux anciens colonisateurs que toutes les situations dégradantes et décadentes que nous vivons sont de leur fait et ils en sont non seulement responsables, mais ils en sont coupables. Parce que cette culpabilité historique est justement ce qu'ils ne veulent pas. Ils ne veulent pas l'accepter parce que ça traîne derrière non seulement c'est des casseroles, mais ce que ça traîne derrière, c'est une exigence de réparation. Et cette exigence de réparation, ils ne vont pas y échapper éternellement. Ils ne vont pas y échapper éternellement. Il arrivera un moment où il faudra bien que ces gens-là prennent leurs responsabilités historiques, comme ils aiment bien le rappeler, et qu'ils réparent tout ce qu'ils ont cassé. Tout à l'heure, on va encore reprendre tout à l'heure cet extrait, comme nous le demandent certains téléspectateurs qui n'ont pas pu le voir. Et on va, avec le concours de la réalisation, on permet juste à Tokam de caler une fois de plus l'extrait. Pour vous, on va le remettre tout à l'heure. Mais vous avez parlé, vous avez évoqué justement cette responsabilité historique. Rappelons que le représentant français aussi, et c'est d'ailleurs un discours qui est tenu tout le temps par la France, entre autres, que ce sont les autorités maliennes qui ont demandé à la France de venir les aider à lutter contre le terrorisme. C'est un argument qui est évoqué. C'est un argument fallacieux et les Français savent très bien que c'est un faux argument. Mais ils savent que dans les années 60, ils ont fait pré-signer à la plupart de nos États des documents qui faisaient un appel à l'armée française en cas de problème. Ces documents pouvaient simplement être mobilisés par les ambassadeurs français. C'est pour cette raison que je vous ai toujours dit que les ambassadeurs français ne se considèrent pas comme des ambassadeurs en Afrique, ils se considèrent comme des gouverneurs coloniaux. Et quand vous entendez l'ambassadeur de France à l'ONU s'exprimer, vous avez l'impression que c'est une espèce c'est une espèce paléontologique qui date de l'époque des dinosaures, qui parle. C'est-à-dire que le type, il parle à l'ambassadeur du Mali avec condescendance, il lui répond en faisant, avec des gestes, un langage corporel, un langage non-verbal qui montre son agacement, il est agacé. Vous provoquez les problèmes et vous êtes agacé le premier. Soyez tranquille, mon ami, la vie est beaucoup plus, elle demande beaucoup plus de résistance que ça. Donc, il ne faut pas être agacé, il ne faut pas rougir, il ne faut pas dire des mots qui sont offensants. Tout ce qui est excessif et inexistait est insignifiant. Vous ne pouvez pas à l'ONU traiter les propos d'un ambassadeur d'insignifiant. Alors que on vient de vous révoquer comme porte-plume,
alors que c'est vous qui avez demandé, qui avez fait tout, demandé, organisé et encadré la MINUSMA, Oui. alors que c'est vous qui avez créé des problèmes à Bounti, alors que c'est vous qui êtes soupçonné à Moura, vous ne pouvez pas si facilement effacer ça comme ça. On est justement sur les faits historiques. Et il faut dire que la France, plus vite elle reconnaîtra que sa position en Afrique, elle est difficile à tenir, plus rapidement, comme l'a suggéré l'ambassadeur du Mali, plus rapidement nous allons nous retrouver dans cet espace où il est possible de se comprendre. De discuter. Parce que les Français ont, c'est-à-dire que les autorités françaises et les journalistes français, encore pire, et même beaucoup de chercheurs français, ont le sentiment que les Africains sont dans une sorte de rejet, ils parlent même, les autorités françaises parlent même de ressentiment anti-français. Oui. Quand vous regardez l'ambassadeur du Mali, qui a du ressentiment entre l'ambassadeur français et l'ambassadeur du Mali, qui exprime un vrai ressentiment, c'est l'ambassadeur de France. En fait, il exprime le ressentiment d'un gamin qui arrache le jouet de quelqu'un. On lui dit, c'est pas ton jouet, mais il y tient et il commence à crier. Donc, il n'y a pas ça. Il y a un espace où nous pouvons nous entendre. Mais cet espace, pour y arriver, il va falloir clarifier l'histoire. Oui. Si les gens n'acceptent pas leur responsabilité historique, oui. L'arrivée dans cet espace va être retardée parce qu'on n'entre pas dans cet espace avec un passif. On entre dans cet espace après avoir apuré le passif. Or, apurer le passif veut dire quoi? Apurer le passif va signifier comment, une question simple. 2013, qu'est-ce qui se produit au Mali? Il se produit exactement deux choses. Une, en 2011, on détruit la Libye, oui. On ouvre les arsenaux, on laisse les arsenaux militaires ouverts, ce qui est une brèche de sécurité terrible. C'est quelque chose qu'on n'a jamais vu qu'en Irak. Et donc, ça laisse croire qu'aucune armée ne peut se permettre de laisser des râteliers ouverts, des dépôts d'armes et de munitions ouverts, ce qui laisse croire qu'il y avait une intention derrière. Et cette intention était clairement que certaines personnes accèdent à ces armes-là. Et ces personnes vont donc déferler sur sur le Sahel. Et nous entendons l'ambassadeur français dire Al-Qaïda au Sahel, Al-Qaïda au Maghreb historique. Il a d'abord dit historique. Le lapsus. Mais le lapsus, malheureusement, on peut l'analyser sur le plan psychologique. Sur le plan psychologique, ça veut dire c'est ce que vous pensez vraiment. D'accord. Et vous le corrigez lorsque au niveau, ça remonte au niveau conscient et vous vous dites, ah, c'est pas ce qu'il faut dire. Donc, c'est ce que vous pensez profondément en réalité. Donc, ça déferle et le Mali est attaqué. Le Mali fait jouer cette affaire. Mais il me semble que le président à l'époque, je crois que c'était Ibeka. Tout à fait. Il a toujours été très circonspect sur la réponse à donner à cette affaire sous le prétexte qu'il aura appelé l'armée française. Je pense, sauf si je me trompe, il n'y a aucune vidéo de lui disant clairement « je l'ai fait ». Bien sûr. Il n'y en a pas. Oui. Ça veut dire que les mécanismes des années 60 qui permettaient de mobiliser les forces françaises ont peut-être été mis en application et on a retrouvé la force française. D'ailleurs, pourquoi le Mali devrait rougir du fait que la France soit venue puisqu'il y avait un accord de défense? La France a-t-elle honte de ses accords de défense avec l'Afrique? C'est pour ça qu'elle ne les respecte pas, puisque ça n'a pas été respecté en Côte d'Ivoire. L'armée française n'aurait jamais dû être aux côtés des rebelles parce qu'il y avait un accord qui disait que l'armée française aurait dû être aux côtés du pouvoir en place. Oui. Donc, est-ce pour ça que l'armée française ne respecte pas ses accords avec les Africains? Donc, il y a une situation de désordre qui est créée. On constate que l'armée française vient. Et donc, elle arrive quand même là. Mais je dis encore qu'elle est arrivée parce que la France s'est arrangée à ce que les pays d'Afrique francophone ne soient jamais armés. C'est pour ça que la RCA s'est retrouvée avec 47 Kalachnikov quand le président Touadéra arrive au pouvoir et des Kalachnikov sans munitions. C'est pour ça que le Mali a été incapable d'arrêter la progression des mercenaires. C'est pour cette raison que le Burkina s'est retrouvé dans des pays où on a vu des militaires mourir de faim. Ouais. Mourir, il n'y a pas de ravitaillement, il n'y a pas d'équipement. Et aujourd'hui, le Mali règle ses problèmes. La RCA a réglé le problème de la paix sur son territoire. Tout à fait. Je prends différents pays, alors que nous parlons du Mali, pour montrer qu'il y a un comportement récurrent. Et un comportement récurrent, ça s'appelle une décision. C'est volontaire. C'est volontaire. Un comportement récurrent, c'est volontaire. Donc, la France n'a jamais voulu que ces pays-là aient les moyens
de se protéger, aient les moyens de leur sécurité. Donc c'est tout à fait... C'est-à-dire qu'à la limite, je ne sais même pas de quoi elle se glorifie sur le fait qu'elle soit venue au Mali en 2013. Elle devrait plutôt en avoir honte. Parce que si en 2013, c'est-à-dire 53 ans après l'indépendance du Mali, la France est obligée de venir, c'est une honte. Et qu'elle est obligée de venir parce qu'elle a bloqué un certain nombre de choses. Je rappelle que les 23 millions de dollars que le Mali a payés dès qu'Assimi Goïta est arrivé au pouvoir, les livraisons, peut-être ont-elles été faites après, mais elles ont été retardées, mais à ma connaissance, n'ont jamais été faites. Donc, voilà quelqu'un qui ne peut même pas livrer les armes que commande l'État malien et qui vient donner des leçons au Mali. Et qui vient dire, nous avons été là en 2013. C'est le chantage permanent qu'on faisait à Idriss Déby. D'accord. Et j'ai bien peur que ce soit le chantage qu'on fasse à son fils aujourd'hui. Au président Mahamat. Au président Mahamat aujourd'hui. Donc, il faut que les Africains, comme le disait le professeur Bouemba Bon, que les Africains s'arment des armes les plus à la pointe pour protéger leur espace, pour assurer leur sécurité. C'est tout ce que j'entends derrière le discours du représentant de la France, c'est-à-dire, en fait, il est de l'intérêt de l'Occident, de la France en particulier, que les pays africains soient faibles, qu'ils soient fragiles, et donc que chaque fois, la France vienne leur faire le chantage selon lequel c'est nous qui sommes venus vous sauver. Mais vous n'aviez pas à venir nous sauver. Il fallait pas nous mettre le franc CFA qui nous empêche d'avoir les moyens, les ressources dont nous avons besoin. Il ne fallait pas être là et venir entraîner. C'est-à-dire que vous venez former nos soldats en 2000, dans les années 2000. Je crois qu'il n'y a pas de longtemps. D'ailleurs, à RCA là. Et au Cameroun, ils sont venus, ils disent qu'ils forment les soldats avec des bâtons. Des bâtons, oui. Ça. Donc, pendant que les terroristes ont des lance-roquettes, des missiles, des armes de pointe, vous formez les soldats de nos armées avec des bâtons. Et après, vous allez à l'ONU raconter comment, vraiment, c'est vous qui êtes venu sauver l'État du Mali, qui aurait dû tomber dans les mains des terroristes. Vous êtes sérieux là? On rappelle que le Mali a déposé une demande, souhaite qu'une réunion soit organisée du côté du Conseil de sécurité des Nations Unies. On se souvient que le pays a déposé là-bas une plainte contre la France. Le Mali accuse bien sûr la France de pactiser en tout cas avec les rebelles, d'avoir participé ou de participer à la déstabilisation du pays. Et tout à l'heure, lorsqu'on a écouté cet extrait, on a suivi le représentant malien, le diplomate malien, qui a précisé que cette réunion a été sollicitée pour dénoncer les violations de l'espace malien. C'est aussi un point que nous allons aborder tout à l'heure. Mais pour le plaisir de nos téléspectateurs, on va encore une fois de plus, avec le concours de la réalisation, revenir sur cet extrait. Après, on va en discuter. Je puis vous assurer donc que le gouvernement continuera d'œuvrer inlassablement pour la promotion et la protection des droits de l'homme, ainsi que le respect du droit international humanitaire sur notre territoire. Cependant, le Mali se dressera avec force et avec la même énergie contre toute utilisation de la question des droits de l'homme à des fins politiques ou de déstabilisation. Vous avez entendu tout à l'heure l'ambassadeur de France parler avec détermination concernant la situation des droits de l'homme au Mali. Je voudrais tout simplement vous dire qu'il a eu une mémoire sélective lorsqu'il a parlé spécifiquement du cas de Moura. L'ambassadeur de France se rappellera que dans le rapport de la Commission d'enquête internationale sur le Mali, plusieurs paragraphes sont consacrés aux violations des droits de l'homme sur les populations maliennes par les forces françaises. J'aurais aimé qu'il ait la même détermination à évoquer cela. Deuxièmement, j'aurais aimé que l'ambassadeur de France, s'il n'avait pas la mémoire sélective, dise à ses conseils qu'en janvier 2021, les forces françaises ont transformé une célébration de mariage en deuil national au Mali, à Bounti. J'aurais bien aimé, s'il n'avait pas la mémoire sélective, qu'il dise à ce conseil
les efforts qu'ils ont faits pour donner suite au rapport qui a été publié ou aux 2 rapports qui ont été publiés. Pour ne prendre que ces 2 exemples. J'ai entendu autour de cette table plusieurs interpellations, y compris de mon voisin de l'Équateur. Je voudrais lui dire ceci. Le Mali a très peu de leçons, sinon pas du tout de leçons à recevoir d'un pays qui est également interpellé par rapport aux violations des droits de l'homme. La liberté d'expression, la liberté de se réunir, les persécutions contre les journalistes, les persécutions contre les procureurs et les juges sont monnaie courante dans votre pays. Donc n'ayons pas la mémoire sélective concernant les droits de l'homme. Elles sont valables pour nous tous. Donc je voudrais rassurer tout le monde, nous restons déterminés à travailler avec vous à l'amélioration de la situation des droits de l'homme, mais nous sommes opposés à la politisation et à la stigmatisation concernant cette question spécifique. Je n'ai évidemment pas l'intention de polémiquer avec le représentant du Mali. En effet, tout ce qui est excessif est insignifiant. Et ce qu'il vient de nous dire concernant mon pays était excessif et donc insignifiant. Je voudrais juste rappeler 2 choses. D'abord, au début de l'année 2013, et dans mes fonctions précédentes, j'ai été associé à ces décisions à chaque étape, la France est intervenue au Mali à la demande des autorités maliennes. Au début de 2013, le Mali faisait face à une offensive d'Al-Qaïda au Mali, dont les forces progressaient vers la capitale et auraient pris le contrôle intégral du Mali à quelques jours près, à 24 heures ou 48 heures près. Au début de 2013, qu'on le veuille ou non, c'est l'armée française qui a sauvé l'indépendance du Mali, qui sinon serait tombée aux mains d'un groupe terroriste, Al-Qaïda, au Maghreb islamique et ses autres partenaires. Première chose. Deuxième chose, depuis le début 2013, ce sont 50 soldats français qui sont tombés au Mali pour la défense de l'intégrité, de la souveraineté et de la paix au Mali. Pour rien d'autre. C'est ce qui s'est passé. Et troisièmement, s'agissant des incidents évoqués par le représentant du Mali, tout cela est parfaitement inexact, à commencer par les accusations relatives au mariage qui s'était déroulé dans le village de Bounti. J'ai eu moi-même l'occasion de rencontrer le secrétaire général des Nations Unies et de lui diffuser les images enregistrées à ce moment-là pour expliquer ce qui s'était passé. Et les premières estimations et rapports des Nations Unies étaient malheureusement totalement inexacts et infondés. Donc basons-nous sur des faits, aidons les Nations Unies à faire leur travail, espérons qu'elles vont pouvoir continuer à enquêter dans le domaine des droits de l'homme. Attendons patiemment que le rapport de Moura sorte. Il y a eu 300 morts en mars 2022 à Moura. On attend toujours le rapport du Conseil des droits de l'homme. Et pour sa part, la France continuera à aider le Mali et la population malienne qui souffre et qui a besoin de paix et probablement de démocratie. Je remercie le représentant de la France et je donne la parole à l'Équateur qui a demandé la parole pour réagir également. Merci, Monsieur le Président. Ce n'est pas non plus mon intention de polémiquer avec le représentant du gouvernement malien. J'aimerais toutefois apporter quelques précisions. Je n'ai pas eu l'intention, nous n'avons pas essayé de faire la leçon au gouvernement malien s'agissant des droits humains. Les droits humains ne doivent pas être politisés. Les droits humains concernent l'ensemble de l'humanité, ils ne sont l'apanage d'aucun pays. On a fait mention de l'Équateur. Cela m'a surpris parce que l'Équateur vit dans un régime de démocratie. Aucun journaliste n'a été poursuivi. Ce n'a pas été le cas non plus de procureur ou de juge. Peut-être que le gouvernement du Mali n'est pas au courant du fait que le mandat du gouvernement de M. Correa s'est terminé il y a 4 ans. Je remercie le représentant de l'Équateur. Je dois relever que notre discussion prend un caractère interactif.
Et je donne à présent la parole au Mali, qui a demandé la parole pour pouvoir réagir. Merci, Monsieur le Président. Non, je serai très bref. Je n'ai pas non plus de l'intention d'engager une polémique. Je voudrais tout simplement dire que la situation des droits de l'homme au Mali est une source de préoccupation majeure pour le gouvernement. Nous travaillons à son amélioration. Elle est intimement liée à la situation sécuritaire du pays et c'est pourquoi d'ailleurs nous mettons l'accent sur la situation sécuritaire. Par contre, vous avez entendu l'ambassadeur de France et je m'inscris totalement en faux de ce qu'il dit concernant les différents rapports. C'est des documents qui existent, c'est des documents disponibles sur ce qui s'est passé. Donc vraiment, je le renvoie à ces documents-là. Et deux, nous avons demandé une réunion spéciale du Conseil justement pour évoquer les violations répétées de notre espace aérien et les cas d'espionnage dont nous sommes l'objet. Je pense que c'est l'occasion, si l'ambassade de France le veut bien, elle peut lever, la France peut demander, peut lever les restrictions, peut lever justement les blocages pour la tenue de cette réunion. Nous aurions l'occasion de mettre nos preuves sur la table. Donc encore une fois, notre souci majeur, c'est la sécurité du peuple malien, c'est des réformes politiques et institutionnelles, c'est ce que nous faisons. Et je reste ouvert à engager la discussion avec mon ami de l'Équateur et avec l'ambassadeur de France. Je suis sûr qu'il y a un espace pour qu'on se comprenne, mais arrêtons de politiser la question des droits de l'homme. Merci, Monsieur le Président. Je remercie le représentant du Mali. Je n'ai plus d'intervenants sur ma liste. J'invite les membres du Conseil à se rendre en consultation officieuse pour poursuivre la discussion de cette question. Je lève la séance. Voilà donc lever les blocages pour la tenue de cette réunion, une réunion demandée bien sûr par le Mali pour parler des violations répétées de son espace aérien. Dr Yom, ce n'est pas la première fois que le Mali se plaint de la violation de son espace aérien. On se rappelle encore l'année dernière, le Mali dénonçait la violation de son espace aérien par un avion militaire français. Pas une fois, pas deux fois, oui. Plusieurs fois. Oui. Et pour la plupart des pays, c'est un casus belli. Immédiat. Vous violez leur espace aérien avec un aéronef militaire, c'est un casus belli. D'ailleurs, vous le faites, c'est bombardé. Il n'y a rien à faire, on détruit l'aéronef parce que ça n'a rien à voir. Mais il n'y a que le Mali qui doit supporter l'entrée d'avions qui transportent des mercenaires ivoiriens, l'entrée et le passage, le ratissage du territoire malien par des armées, par l'armée aérienne française et par des drones français. Parce que c'est de ça dont il s'agit. Exactement. Je pense que il y a une situation que nous traversons au Mali. Les Français, particulièrement, et l'Union européenne, veulent en faire quelque chose de particulièrement belliqueux, de particulièrement conflictuel, là où le Mali les appelle tous les jours à la discussion, à la négociation. Et c'est terrible parce que c'est les mêmes gens qui vont vous donner des leçons sur le règlement pacifique des conflits. Sauf qu'en Afrique, ils n'ont jamais été pacifiques. Parce qu'il faut bien comprendre ce qu'il y a dans l'attitude européenne et particulièrement dans l'attitude française. Française, oui. Pour des gens qui sont arrivés ici et qui ont colonisé une bonne partie de l'Afrique, ils estiment qu'ils n'ont pas de discussion à avoir avec les Africains. Ce qui est légitime en Afrique doit être ce qu'ils ont déclaré comme tel. Or, aujourd'hui, vous avez une dynamique continentale qui estime que ce qui est légitime en Afrique est déclaré tel par les Africains eux-mêmes. Tout à fait. Du coup, on voit tout le malaise de l'ambassadeur de France et toute la gêne même de l'ambassadeur de l'Équateur, parce qu'au bout du compte, vous avez quand même une espèce d'unité de l'ethnie européenne qui se manifeste de temps en temps au-delà des intérêts et qui fait que parfois vous ne pouvez pas comprendre pourquoi un pays comme l'Équateur peut se mêler de quelque chose qui oppose la France au Mali. Vous ne voyez pas très bien. On a l'impression que l'Équateur se retrouve au milieu d'une affaire. C'est un cheveu dans la soupe. Qu'est-ce que ça fait là? Vous allez me dire c'est au Conseil de sécurité de l'ONU, c'est une réunion. Oui, mais le rôle de l'Équateur n'est pas d'indexer. C'est pas d'indexer. L'Équateur devrait, dans ce cas-là, exactement comme le fait le président de la session, l'ambassadeur russe, c'est d'être justement un rassembleur, d'être celui qui appelle à l'interaction. Ne coupez pas le dialogue, continuez à discuter, à échanger. Et
trouver une solution. Sauf que vous avez des prises de position et ça va être compliqué pour l'Équateur de l'effacer dans la mémoire des Africains. Parce qu'il y a là, lorsque vous êtes dans une dynamique de libération, de quête de votre souveraineté, tout ce qui se dresse sur votre chemin vous paraît être suspect. Tout à fait. Et la suspicion que l'Équateur lève sur lui en Afrique est une chose dont il aurait pu se passer. L'Équateur aurait pu se passer de ça. Mais ils ont l'opportunité, je dis toujours qu'il y a un certain nombre de pays qui détiennent un actif qui leur permet d'avoir des relations très particulières avec l'Afrique demain. Les Africains d'aujourd'hui savent que aujourd'hui, ils sont pratiquement 25% de la population mondiale, l'Afrique seulement. Et qu'en 2050, nous serons certainement autour de 30%. Et qu'en 2100, nous aurons la moitié de la population mondiale. Donc tous ces pays-là ont intérêt dès aujourd'hui à être en bon terme avec le futur leader leader du monde. Le leadership américain est terminé depuis 2005. Il y a un cycle mondial qui va de 80 à 100 ans de leadership, si vous voulez, d'émergence et puis de déclin des empires, tout au moins dans les temps modernes. Et celui des Américains qui a commencé à peu près lors de la Deuxième Guerre mondiale, 2015-2016, s'est achevé vers 2005. L'année où probablement la Chine a dépassé les États-Unis sur le plan économique. Et aujourd'hui, le leadership chinois est incontestable. Et il va se poursuivre jusque dans les années 2090-2100 ou légèrement plus. Ensuite, comme l'Afrique aura la moitié de la population mondiale, ce sera le leadership de l'Afrique. Mais c'est un fait inédit, le leadership de l'Afrique risque de durer plus longtemps. Pourquoi? Parce que nous retrouverons la période de l'Égypte pharaonique où l'Afrique avait plus de la moitié de la population mondiale et son leadership a duré 10 000 ans. Donc, la chance du monde, c'est que l'Afrique n'est ni brutale, ni sauvage, ni violente, comme Sarkozy disait que l'Europe l'est, et que l'Afrique est un continent qui a 3 valeurs extrêmement importantes. La vie, il faut la protéger partout, quelle qu'elle soit. La prospérité qu'il faut rechercher à tout instant et pour tout le monde. Et la santé de tout le monde dont il faut prendre soin. Donc, ça va être une prospérité partagée avec toute l'humanité. Il n'y aura pas d'exclusion comme les autres nous ont exclus pendant des siècles. Et je crois que l'Équateur, qui a des Afro-Équatoriens, devrait commencer aujourd'hui à régler ce problème et à s'assurer de venir en Afrique pour que dans le cadre du panafricanisme, l'Équateur ne soit pas oublié. Et ce atout qu'ils ont d'avoir une population africaine, eh bien qu'ils l'utilisent, non pas, on ne leur demande pas d'être complaisants avec les Africains, mais qu'ils utilisent ce atout pour une connexion qui leur sera utile demain avec l'Afrique. On rappelle que l'Équateur est un pays de l'Amérique latine. Donc, on va poursuivre tout à l'heure lorsqu'on a écouté le représentant, le diplomate français. Il a insisté sur cet autre point. La France continuera à aider le Mali. C'est vrai que c'est une déclaration qui intervient dans un contexte assez délicat entre la France et le Mali. On sait que le Mali a demandé à l'armée française de partir. D'ailleurs, elle est partie. Les relations des deux pays sont très tendues. Les populations ont plusieurs fois manifesté ça et là pour demander à la France de plier bagages et de quitter le territoire malien. Mais la France, tout en rappelant d'ailleurs qu'elle a également perdu des soldats au Mali en protégeant le peuple ou alors le territoire malien, elle persiste et insiste. Elle va continuer à aider le Mali en insistant surtout le peuple malien. Comment comprendre cette attitude de la France? On vous demande de partir, mais vous dites que vous ne partez pas. Vous allez rester pour le bien du peuple malien. Ils aiment les Maliens plus que les Maliens eux-mêmes. C'est n'importe quoi. Est-ce que les Français se souviennent du nombre de Maliens qui sont morts pendant la Deuxième Guerre mondiale
pendant la Première Guerre mondiale et dans toutes les campagnes totalement stupides que la France a menées à travers le monde, en Indochine et partout en Afrique et dans le monde, dans son empire colonial. Elle se souvient du nombre de Maliens qui sont morts? D'ailleurs, qui lui a demandé de venir? Elle n'avait qu'à ne pas casser la Libye, puisque c'est la France qui a apporté le sac de la Libye. Il n'avait pas à casser la Libye pour créer tous ces problèmes-là. Dans tous les cas, je crois que ce chantage qu'on fait au Mali est absolument inacceptable. Il est excessif et donc il est insignifiant. Je crois que c'est comme ça. C'est un chantage excessif. Donc on peut donc comprendre qu'il est insignifiant. Et c'est la raison pour laquelle les Maliens ne font pas attention à ce chantage-là et qu'ils estiment que, au fond, la France n'a qu'à parler, ça n'engage qu'elle. Je crois que la situation actuelle est telle que la France doit partir, prendre ses soldats et partir. Et je ne comprends pas la raison pour laquelle la France ne peut pas tout simplement comprendre que un peuple lui a demandé de partir et qu'il a un territoire. Il y a un territoire qui s'appelle la France en Europe. Donc il rapatrie ces gens. Le problème de la France, c'est justement en fait de dire elle craint que des sympathies se soient développées entre les soldats qui sont postés en Afrique et l'Afrique. La France craint très sérieusement que la plupart des soldats qui ont combattu en Afrique finissent par se rendre compte que c'était un combat, c'était des sacrifices inutiles, que la France n'en avait pas besoin et qu'ils n'avaient pas besoin d'exposer leur vie tout simplement pour que quelques multinationales françaises se fassent le plus d'argent possible, pour que les milliardaires français se fassent encore plus d'argent au détriment du peuple français. Parce que ce qu'on doit comprendre dans l'organisation politique de l'Europe de l'Ouest, de manière générale, de l'Europe en général, c'est que la démocratie, parce que c'est par là que chute l'ambassadeur de France, c'est pour ça que je reprends ça. La démocratie occidentale, en tout cas celle qui a été développée au 18e, 19e siècle en Europe, cette démocratie, c'est un dol, c'est une tromperie du peuple par les capitalistes. Au fond, ils disent toujours qu'ils luttent pour le peuple, mais ils ne luttent jamais pour le peuple. Ils luttent pour les propriétaires de moyens de production, c'est-à-dire pour les capitalistes, pour consolider leur position à travers le monde. Qu'est-ce que ça rapporte à un paysan breton d'avoir des soldats français postés au Mali? Qu'est-ce que ça rapporte à un cordonnier alsacien, le fait que des soldats français soient postés au Mali? Rien du tout. Absolument rien du tout. Sauf que ça rapporte beaucoup aux grands groupes français. Ce sont ces groupes-là qui fabriquent les équipements militaires. Ce sont ces groupes-là qui fabriquent et distribuent tout ce qui est agroalimentaire, les produits de soins. Ce sont ces grands groupes-là qui fabriquent les équipements militaires. Donc c'est à eux que ça profite. Le cordonnier alsacien ou le paysan breton ou le pêcheur de Marseillais, donc provençal, lui, ça lui rapporte rien du tout. Ça, en fait, il ne voit même pas ce que ça représente, en quoi ça le concerne directement. Donc c'est les grands groupes qui ont tout intérêt à ce que la France se déploie de cette façon-là. Ça leur crée de nouveaux marchés. Ça leur crée de nouveaux marchés. Et ça soutient donc leurs entreprises. Et comme ces gens, depuis le 19e siècle, ont privatisé l'État, c'est-à-dire qu'en fait, ils se sont aliénés l'État, c'est eux qui décident au fond de ce que l'État français est censé faire. Et c'est ça le système capitaliste. Et ils peuvent toujours se défendre, dire que ce n'est pas ça, c'est ça. C'est ça. C'est comme ça que les systèmes capitalistes fonctionnent. C'est comme ça que les régimes de démocratie électorale fonctionnent. Si vous leur opposez les régimes de démocratie économique, ils ne veulent plus suivre ça. Or, c'est tout à l'opposé, par exemple, de la Chine, qui fait de la démocratie économique. C'est-à-dire que vous renforcez la satisfaction des biens des populations, et cette satisfaction des biens fait que, en fait, vous régulez, disons, vous arrivez à vous assurer que les besoins de chacun sont satisfaits, et qu'il n'y a pas une classe de capitaines d'industrie, disons de capitalistes qui vont, si vous voulez, contraindre l'État à faire ce qu'ils veulent eux. Et vous allez voir que la colonisation
particulièrement, c'est-à-dire le développement international du capitalisme et de l'impérialisme. L'impérialisme étant le contrôle concomitant à la fois des moyens de production et du système financier. Donc cet impérialisme dans sa phase internationale, qu'on appelle le colonialisme, il faudrait que les gens lisent plus souvent Kwame Nkrumah. Et à ce moment-là, ces gens-là, ils vont donc, en fait, ce colonialisme n'avait qu'un seul but, c'est de s'assurer que le capitalisme puisse contrôler le monde au-delà de l'Europe. Et lui assurer ainsi deux choses. L'accès aux matières premières gratuites, c'est un accès gratuit, et puis l'ouverture sans condition de ces marchés-là pour qu'ils déversent leurs produits. Donc, toute la gêne de l'ambassadeur français, c'est que là, la France perd des marchés. La France a perdu. Le fait que Barkhane soit parti, il y a les grands groupes qui sont les commanditaires de l'État français, les patrons de l'État français, ils ont perdu des marchés. Et ça, c'est pas bon pour eux. Mais lorsque la France dit qu'elle continuera à aider le Mali, c'est par quel biais dans ce cas, puisqu'on sait que les soldats sont partis, entre autres? C'est des pétitions de principe. La pauvreté, l'appauvrissement de la France aujourd'hui, je crois, appelle la France à devoir s'occuper un peu, à réorganiser son logiciel de gestion politique et de projection stratégique. Elle ne cesse de dire l'Afrique est l'avenir de la France. Mais l'Afrique n'est pas votre avenir. L'Afrique ne dit pas que quelqu'un d'autre est son avenir. L'Afrique dit qu'elle est son avenir. L'Afrique dit je suis l'avenir, je suis l'Afrique et je suis l'avenir de l'Afrique. Pourquoi la France veut que l'Afrique soit son avenir? Ça veut dire que la France est consciente que sans l'Afrique, elle ne représente rien du tout. Sans l'Afrique, elle ne peut pas soutenir son développement. Et donc, malheureusement, aujourd'hui, les Africains leur disent non. Donc, c'est une pétition de principe, c'est de la propagande, puisque, je vais vous dire, lorsque la France dit qu'elle va continuer à aider les Maliens, elle aide les Maliens avec quoi? Les investissements français en Afrique, là où on parle le français, c'est 0,6% de les investissements en Afrique. Donc, ils n'aident personne. Et quand vous regardez ce que la France est censée... En fait, ils disent qu'ils veulent aider les Africains. Les Africains n'ont pas besoin de leur aide. Je vais illustrer par quelque chose. Les Français veulent aider les Maliens qu'ils ne s'occupent plus de collecter l'or malien dans leur banque centrale. En 2021, c'était 64 tonnes d'or qui auraient dû rapporter 5 milliards d'euros au Mali. Le problème, c'est que le budget du Mali, c'était 3 milliards d'euros. C'est-à-dire que l'or seulement aurait représenté pratiquement 40% de plus, c'est-à-dire que représente au fond, non, disons même par rapport au budget, l'or seulement représente près de pratiquement 160% du budget du Mali. Donc si ça représente 180% du budget du Mali, mais il valait mieux que le Mali contrôle son or, pas que son or se retrouve ailleurs. Et donc, je ne sais pas de quelle aide parle la France. En fait, la France n'a jamais aidé les pays africains et elle a toujours exploité l'Afrique. Et quand elle exploite l'Afrique, elle reprend, puisque vous savez qu'elle replace le franc CFA sur les marchés financiers. Et c'est les intérêts, c'est avec les intérêts qu'elle vient avec Proparco, avec l'AFD, pour vous dire on vous apporte, donc on reprend votre argent et on vous prête votre propre argent. Est-ce que le Mali leur a dit qu'elle en avait besoin? Merci une fois de plus à vous, Dr Yangtimba. On va aller au standard, reprendre ce téléspectateur Gallo Celi, fidèle téléspectateur de For You Media Africa. Bonjour et merci d'être là ce matin. Monsieur Yangtimba, vraiment qui prend tout son temps pour venir mettre des données sur tout ce que vous nous expliquez depuis des années, sur le plan, je veux dire, de manière verbale. Moi, j'aime beaucoup les interventions de monsieur Yangtimba parce que c'est chiffré. De là, je vais quand même dire une chose, c'est que nous aimons beaucoup le Mali, parce que le Mali fait le concret de tout ce que font les États francophones d'Afrique. C'est-à-dire dire la vérité, insister sur cette vérité et être ferme sur cette vérité sans flancher. C'est pour ça que nous aimons le Mali. Vraiment, la sortie de l'ambassadeur français à l'ONU, il ne faut pas prendre ça à la légère quand elle dit qu'elle peut encore aider le Mali. Pourquoi je le dis? Je prends les dernières déclinaisons de M. Yangtimba.
qui dit très bien que, oui, avec le franc CFA, la France place les francs CFA, prend ses intérêts pour nous les prêter et tout. Si la France veut aider le Mali, qu'elle quitte le franc, je ne sais pas comment on dit ça. C'est-à-dire que dès qu'elle va sortir, elle va quitter le CFA du Mali, ou bien quand elle va abandonner le CFA, là, ce sera une vraie aide pour le Mali. Parce que tant que la France contrôle le franc CFA, Madame Siken Doumbé, elle contrôle toutes les entreprises au Mali. Elle contrôle toutes les transactions. Elle est capable de battre cette monnaie et venir activer toutes les rébellions dans toutes les zones au Mali. Je ne sais pas pourquoi nous les Africains, nous avons du mal à percevoir cette clé, je veux dire, la puissance qu'un pays a à battre votre monnaie. Mais je ne sais pas pourquoi nous sommes aveuglés à ce point-là. Je vous dis, si la France veut lever une rébellion au Mali, en 2 jours, elle est capable de le faire. Et c'est en ça qu'elle dit qu'elle peut aider le Mali. Il suffit qu'elle ne produise pas ces milliers de francs CFA pour venir déverser sur le Mali et enclencher des rébellions. Donc vraiment, et je dis j'aime beaucoup le Mali parce que c'est le contre-exemple de ce qui se passe dans notre pays. Je ne sais pas si vous pouvez m'accorder quelques minutes pour que je vous donne quelques exemples. Parce que c'est quand même flagrant. Est-ce que vous pouvez m'accorder quelques minutes, Madame Siken Doumbé? Allez-y, monsieur Gallo, allez-y. Voilà, donc je vais prendre quelques exemples pour illustrer mes propos. La France-Afrique ne veut pas mourir. C'est de l'esclavage depuis Haïti jusqu'aujourd'hui. Chaque fois qu'on essaie de la contourner, elle crée un écran de fumée. Prenons l'écho de la zone CEDEAO. Vraiment, est-ce que les Africains, ou bien nous les Africains, vous voulez nous faire croire que M. Macron s'est assis dans un coin avec M. Ouattara et sont venus détruire le projet de plus de 12 pays africains? Je ne crois pas. C'est une ruse qu'ils ont montée par la corruption de ces chefs d'État-là, de dire, ok, on va dire qu'on va changer de nom, on va prendre le nom de l'écho. Le Ghana et le Nigeria n'ont jamais... Moi, je crois que ces gens n'ont jamais été sérieux. Parce que s'ils étaient sérieux, ils auraient dit à la France, monsieur, stoppez. Nous avons un programme solide, un plan clair et net, nous savons où nous allons. Mais comment se fait-il que 2 personnes peuvent venir se mettre au coin d'une rue et détourner un projet monétaire de 12 pays qui sont riches en ressources humaines, comme M. Yamtimba que vous avez sur le plateau? Donc c'est pour ça que je dis que c'est des montages. Et nous on aime le Mali parce que le Mali est dans la vérité et non dans ces montages-là. Je prends un deuxième exemple. Au Cameroun, on nous parle de Bolloré au port de Douala. Le port de Douala, c'est 9, comment on appelle ça? Il y a 9, comment dire? Il y a en fait 9 ports sur Douala. Bolloré contrôle 8 sur 9. Et celui qu'on appelle le terminal, voilà, je parlais des terminaux. Il y a 9 terminaux au port de Douala. Bolloré contrôle 8 terminaux sur 9. Le 9e terminal, qui est le terminal à conteneurs, on fait croire aux Camerounais que c'est nous les Camerounais qui gérons. Notre frère Siringo, effectivement, il gère très bien ce port. Mais les revenus de ce port, Madame Siken Doumbé, in fine, reviennent à Bolloré. Pour une simple raison, il y a un tribunal du Cameroun qui a débouté le Cameroun sur le contrôle de ce port-là. Finalement, nous gérons le port, mais c'est Bolloré qui récupère les bénéfices. Et comment Bolloré récupère les bénéfices? C'est très simple. Bolloré présente sa facture au Trésor français et on défalque ça sur nos comptes d'opération. Et ça reste entre eux, ceux qui gèrent nos pays. Donc, troisième exemple, on a vu l'expulsion de l'ambassadeur d'Allemagne au Tchad. Mais on voit très bien qu'au Mali, l'expulsion a une raison bien fondée. Au Burkina Faso, l'expulsion est bien fondée. Mais quand on regarde au Tchad, ce n'est qu'une copie pâle. S'il faut expulser un ambassadeur au Tchad, est-ce que c'est l'ambassadeur d'Allemagne? Qu'est-ce que cet ambassadeur a dit que tous les autres ambassadeurs n'ont pas dit? Il a seulement dit, respectez le calendrier que vous avez vous-même proposé. Et pour cela, on l'expulse. En fait, c'est ce que j'appelle
des écrans de fumée, alors que le Mali est dans le vrai. C'est pour ça que j'aime beaucoup le Mali. Je prends encore un exemple au Cameroun. Dernièrement, on nous a parlé de ces accords entre le Cameroun et la Russie, Madame Siken Doumbé. Ce sont des accords qui existent entre tous les pays. C'est-à-dire que les accords militaires, même entre la Russie et les États-Unis, il y a les accords militaires. Donc c'est un truc extrêmement banal. Mais les France-Africains sautent sur l'occasion, surfent sur le fait qu'on parle de Russie et disent « Oh, on a renouvelé ». D'ailleurs, le président Paul Biya s'est justifié devant Macron en Mondovision en disant « Non, c'est juste un accord renouvelé ». Alors qu'ils ont surfé là-dessus et fait croire aux gens qu'il y a un accord de défense entre le Cameroun et la Russie. Il n'y en a pas. C'est un accord banal, comme tous les pays en ont avec la Russie ou avec les États-Unis. Il y a plein d'exemples comme ça. Je ne vais pas m'attarder là-dessus, juste pour pouvoir écouter votre invité. Merci de m'avoir écouté. Bonne journée. Monsieur Gallo Sely, merci beaucoup d'être passé par ici ce matin. Merci pour cet appel, cette contribution, certainement qui va nous permettre, avant peut-être de prendre le second thème, peut-être une réaction, docteur Yamb. Ce que je retiens, entre autres, plusieurs points ont été évoqués par notre téléspectateur, mais on parle aussi de fermeté. Il appelle les chefs d'État, les dirigeants africains à être fermes. C'est ce qui pourrait aussi provoquer peut-être un changement au sein de nos États et pouvoir de faire en sorte que nous arrivions peut-être à nous affirmer. Avant de vous passer la parole, on va rentrer au standard, prendre cet autre appel. Monsieur Idriss, depuis le Bénin. Bonjour, Monsieur Idriss. Oui, bonjour, for you média. Bonjour, Siken Doumbé. Bonjour à votre panéliste, Yam Timba, que j'ai toujours le plaisir d'écouter. Et par rapport à la thématique du jour, je crois que en matière de droits de l'homme, la France esclavagiste, la France néocoloniale, la France coloniale est mal placée pour parler de la défense des droits de l'homme. Le passif de la France est très lourd. Et la France a du mal à comprendre que les temps ont changé. Que les Africains de 2023 ne sont plus ceux des années 60. Il va falloir que la France intègre ou bien change de logiciel. Vous avez... Les diplomates maliens font aujourd'hui la fierté des Africains. Et c'est ce que tout Africain, c'est ce que tous les pays africains devaient faire. Je ne vais pas monopoliser la parole. Monsieur, Madame Siken Doumbé, c'est ma petite contribution de ce matin. Merci beaucoup et bonne continuation. C'est nous qui vous remercions, Monsieur Idriss, depuis le Bénin. Merci également pour cet appel. On rappelle tout simplement que, comme vous l'avez pu le voir aussi et écouter à travers les images, cet extrait au sein du Conseil de sécurité des Nations Unies, ce débat entre, bien sûr, le Mali, la France, mais également l'Équateur. On sait, on le rappelle, c'est bien sûr la Russie qui préside le Conseil pour ce mois d'avril 2023. C'est elle qui organise, bien sûr, les débats. Les différents représentants se sont donc exprimés, entre autres, sur la question des droits de l'homme du côté du Mali. On reproche une certaine violation des droits de l'homme au Mali. On a suivi, on a écouté le diplomate malien qui est revenu sur un certain nombre de points ou tout simplement d'éléments en rappelant que son pays, le Mali, se lèvera toujours avec force pour défendre ses droits. Il a également parlé du moins selon lui, le Mali n'a pas de leçon à recevoir des autres pays, précisément de la France, en ce qui concerne la question
des droits de l'homme. Il est aussi revenu sur ces différents bombardements en parlant entre autres de cette affaire de Mora. On attend toujours bien sûr les conclusions de l'enquête. On rappelle qu'on parle au moins de 300 personnes qui ont trouvé la mort, qui ont été tuées. Entre autres, voilà à peu près la quintessence. Et puis, il y a eu l'ambassadeur de France aussi qui s'est exprimé, qui estime que ces déclarations sont excessives. L'ambassadeur de France est revenu sur la situation en 2013 qui, selon lui, c'est l'armée française qui a sauvé le Mali, qui a permis au Mali, bien sûr, d'acquérir une relative paix grâce à l'arrivée de l'armée française dans ce pays, et a précisé d'ailleurs que la France continuera à aider le Mali dans la lutte contre le terrorisme. On a également suivi le représentant de l'Équateur, le diplomate de l'Équateur, qui ne s'est pas, lui, réellement, en tout cas, attelé véritablement sur la question. En tout cas, il a simplement essayé de corriger, comme l'a d'ailleurs dit notre invité ici sur le plateau, peut-être rétablir et corriger. On comprend, on constate en tout cas que l'Équateur se trouve plus ou moins au centre ou au milieu d'une affaire qui concerne peut-être un peu plus l'Afrique et l'Europe, ou tout simplement le Mali et la France. Alors, on va, avant de passer à la seconde thématique, parce qu'on rappelle qu'on reste toujours du côté du Mali, cette fois-ci, c'est toujours, en parlant des Nations Unies, qui mettent la pression en la personne du secrétaire général des Nations Unies, M. Antonio Guterres, qui met la pression sur les autorités maliennes pour que celles-ci organisent rapidement les élections présidentielles pour que le pouvoir revienne aux civils du côté de Mali. Ce n'est pas très bien pris, en tout cas pour la population qui a adoubé le pouvoir de transition en place et estime que la sécurité pour le moment est prioritaire. Avant, on va souffler un peu avec quelques informations. Ensuite, on revient sur le plateau. Dans un contexte marqué par la sécheresse désastreuse qui a plongé de nombreux Somaliens dans la famine, Antonio Guterres s'est rendu mardi à Mogadiscio pour une brève visite en Somalie. Et lors d'une conférence de presse conjointe avec le président somalien Hassan Sheikh Mohamud, le secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies dans son discours a soulevé plusieurs points importants, notamment le soutien international massif lié au renforcement des capacités sécuritaires en Somalie et un soutien humanitaire massif pour la stabilisation et le développement du pays. Je suis également ici pour tirer la sonnette d'alarme sur le besoin d'un soutien international massif, un soutien en raison des difficultés humanitaires auxquelles le pays est confronté, un soutien humanitaire massif lié au renforcement des capacités sécuritaires en Somalie et un soutien humanitaire massif pour la stabilisation et le développement du pays. Notons qu'en 2011, le pays a été frappé par une famine qui a causé la mort de près de 260 000 personnes, dont plus de la moitié étaient des enfants de moins de 6 ans. Également en proie aux attaques terroristes perpétrées par le groupe Al-Shabaab, affilié à Al-Qaïda, le président Sheikh Mohamud, au lendemain de son investiture en 2022, a lancé une offensive visant à éradiquer la menace terroriste dans le pays. Et notons qu'en début avril, le gouvernement a affirmé que plus de 3000 terroristes avaient été tués depuis le début de l'offensive, tandis que 70 villes et villages ont été libérés des mains du groupe. Par la voix du porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères Wang Wenbin, Pékin a mis en avant son statut de partenaire avec tous les pays en développement afin d'échapper au piège de la pauvreté. Ces propos du responsable chinois ont été tenus en riposte aux accusations proférées contre Pékin par certains responsables américains de la Banque mondiale concernant la question de la dette de l'Afrique. Ces accusations n'ont aucune base factuelle.
La Chine attache une grande importance à la question de la dette de l'Afrique et aide les pays africains à y faire face, précise le responsable chinois. La Chine a contribué à l'initiative de suspension du service de la dette plus que tout autre membre du groupe des G20, poursuit Wang Wenbin. Le responsable chinois relève par ailleurs que les États-Unis étaient le plus grand actionnaire de la Banque mondiale et du FMI et que le capital financier en provenance des États-Unis et de l'Europe était le plus grand créancier commercial des pays africains. Il précise que les États-Unis sont tenus de participer à l'allègement de la dette de l'Afrique. Rappelons que les grandes puissances mondiales continuent intensément de se tourner vers le continent africain, à l'instar des chefs de la diplomatie russe et chinoise, et tout récemment encore le président français Emmanuel Macron, sans toutefois oublier la vice-présidente américaine Kamala Harris, de retour d'une tournée africaine qu'il a notamment conduit au Ghana, en Tanzanie et en Zambie au mois de mars dernier. Dans un communiqué partagé ce 11 avril, le ministère allemand des Affaires étrangères a indiqué avoir convoqué l'ambassadrice du Tchad à Berlin, Mariam Ali Moussa, et lui avoir demandé de quitter le territoire sous 48 heures. Berlin assure avoir pris cette décision en réaction de l'expulsion infondée de son ambassadeur, Jean-Christian Gordon Crick. Les autorités tchadiennes avaient motivé leur décision en reprochant aux diplomates une attitude discourtoise et le non-respect des usages diplomatiques selon la Convention de Vienne. Incompréhensible pour le ministère allemand des Affaires étrangères qui a estimé que l'ambassadeur Crick avait exercé ses fonctions de façon exemplaire et s'était engagé pour les droits de l'homme et la transition rapide vers un gouvernement civil au Tchad. Jean-Christian Gordon Crick était ambassadeur au Tchad depuis juillet 2021 après avoir occupé des fonctions similaires au Niger, en Angola et aux Philippines. Il avait également occupé le poste de représentant spécial de l'Allemagne pour le Sahel. L'ambassade d'Allemagne au Tchad poursuivra néanmoins son travail en collaboration avec ses partenaires sur le terrain, a par ailleurs précisé Berlin. Jean-Christian Gordon Crick, expulsé de Djamena. Mariam Ali Moussa, expulsé de Berlin, reste désormais à questionner l'avenir des relations diplomatiques entre le Tchad et l'Allemagne. Ce réchauffement des relations beaucoup plus économiques a droit des cités. L'on a souvenance d'une similarité au niveau des chutes observées des livres. Il y a un an, c'est la livre égyptienne qui s'échangeait à la moitié de sa valeur comparée à celle de mars. Après bien sûr la troisième intervention de la Banque centrale, dictée notamment par un nouveau prêt du Fonds monétaire international. Cette nouvelle dévaluation à 31,95 livres pour $1 le matin avant de remonter en début d'après-midi à 29,8 livres pour $1 a donc affecté un peu plus les 104 millions d'Égyptiens dans ce pays où justement la majorité des biens sont importés. La livre turque avait pour sa part atteint en 2022 la baisse des taux d'intérêt. La Banque centrale turque avait alors abaissé son principal taux directeur d'un point pour le deuxième mois consécutif de 13% à 12%, justifiant une nouvelle fois sa décision par les incertitudes sur la croissance mondiale et les risques géopolitiques. En très léger recul par rapport à son second record atteint dans la matinée, la monnaie turque s'échangeait peu avant midi à plus de 18,38 livres pour $1. L'Égypte, tout comme la Turquie, subit aussi de plein fouet les effets de l'opération spéciale militaire russe du côté de l'Ukraine en février dernier, dans la mesure où elle est le premier importateur de blé du globe, dont les deux grands producteurs du monde sont Kiev et Moscou. L'Égypte doit donc désormais fournir auprès d'autres pays à des prix qui ont soudainement flambé. La Turquie étant bien sûr le deuxième plus grand importateur de produits égyptiens après les Émirats arabes unis. Nihat Akinci, président de l'Association des hommes d'affaires égypto-turcs, a déclaré que s'ils ouvrent le commerce entre les deux pays en monnaie locale, ils vont éliminer une grande difficulté en matière d'investissement en ce moment. Car le volume des échanges commerciaux entre l'Égypte et la Turquie avait alors atteint en 2017 4 358 milliards de dollars contre 4 176 milliards de dollars en 2016, soit une hausse de 4,35%.
For You Matin se poursuit, on reste au Mali avec cette sortie du secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, qui met la pression bien sûr sur les autorités maliennes. Avant de prendre ce reportage, Sini Fundedi qui revient sur la situation, une analyse bien sûr sur cette sortie, puisqu'on parle toujours du Mali, peut-être une réaction, ce point important qui avait été relevé bien sûr par Gallo Célie, entre autres la fermeté, bien sûr notre téléspectateur dit également, fermeté des dirigeants africains face aux États occidentaux, comme on peut le voir à travers les dirigeants maliens. Est-ce qu'aujourd'hui les États, les autres pays africains ont cette, je ne veux pas dire capacité, parce qu'il y a certainement, ils ont certainement la capacité, mais est-ce que tout concourt à ce qu'ils puissent tenir également tête aux États occidentaux, comme le fait aujourd'hui le Mali? Je pense que lorsque nous regardons de très près le Mali, le pouvoir actuel a mis en place un certain nombre d'institutions, parce qu'il ne s'agit pas non plus de bravade. Exactement. Il ne s'agit pas de bravade inutile. Il s'agit de mettre en place un certain nombre d'institutions qui vont donc rendre le pays suffisamment, comment on va dire ça, déjà assez solide de l'intérieur. C'est-à-dire il y a une cohésion nationale que ces institutions-là vont générer. Et c'est sur la base de cette cohésion nationale qu'on va arriver en réalité à pouvoir se donner les moyens de s'opposer. Parce que certains croient que les chefs d'État doivent se lever et aller parler. Non. Quand vous observez le Mali, le gouvernement est soutenu par l'ensemble de la population. Tout à fait. Il y a des institutions qui rassemblent tout le monde et qui donnent donc la légitimité, le pouvoir, le courage à l'État malien, aux dirigeants maliens de s'exprimer sur la scène internationale tel qu'ils le font. Mais si vous avez une déconnexion entre le peuple et les dirigeants, ces dirigeants, ce qu'ils feront, c'est de la bravade parce que ça n'aura aucun impact, aucun retentissement sur le peuple. Tous les Maliens, aujourd'hui, soutiennent leur président, en tout cas la très, très, très grande majorité, soutiennent leur président, les institutions de la transition sont d'accord avec eux. Fort de cette légitimité, on comprend très bien que ces gens-là qui dirigent le Mali se sentent la force d'aller de l'avant. Et c'est l'une des choses qui sont recommandées et appelées en Afrique. Parce que tant qu'il y aura une déconnexion entre la plupart des peuples et leurs dirigeants, il n'y aura pas cette magie qui fonctionne, qui fait que le dirigeant se sent soutenu. La plupart des dirigeants ont l'impression qu'ils ne sont là que par la force de leurs connexions internationales. Et pour certains, quand vous leur demandez quel est l'état réel de leur propre peuple, ils ont parfois du mal à vous répondre. Et ça, c'est ce qui fait, c'est l'une des zones de fragilité de nos États. Et quand vous regardez, et c'est même pas seulement une zone de fragilité, c'est une menace. C'est à la fois une faiblesse et une menace pour nos pays. Faiblesse dans le sens où ça ne permet pas d'avoir la dynamique qui propulse le développement du pays, qui permet la synergie des idées et la synergie des forces et des ressources pour développer le pays. Mais c'est une menace dans le sens où c'est une faille de sécurité nationale qui permet que finalement, en fait, des pays comme la France peuvent justement venir, comme en 2012, venir dire « ouais, nous venons sécuriser le Mali ». Si le Mali avait la même cohésion qu'aujourd'hui, je ne suis pas sûr qu'ils auraient eu besoin de la France. Et ce sont ces éléments-là que les Africains sont capables de construire en quelques années, qui nous rendent fiers et qui nous donnent de l'espoir. Parce qu'on a brisé un pays comme le Mali. Cette zone-là, le peuple n'était plus si proche de ceux qui le dirigeaient. Mais regardez le travail qui a été fait en quelques années. On a réussi à restaurer une certaine cohésion sociale. On a réussi à redonner de l'espoir à tout un peuple. On a réussi à donner tellement de fierté à ce peuple que le monde entier les admire. Et vous voyez que tout ça crée un cercle vertueux. L'admiration de l'humanité renforce leur détermination et leur détermination impulse davantage d'actions de développement et les actions de développement confortent encore plus leur détermination. Donc ça crée un cercle vertueux et c'est ce que nous voudrions voir dans toute l'Afrique. Et c'est cet espoir, cette espèce d'assurance qui permet au Mali de ne pas être vindicatif
de ne pas faire de la bravade, de pouvoir rappeler à chaque fois à la France, à tous les autres pays du monde, qu'il y a un espace qui existe où on pourrait s'entendre, mais il faudrait qu'on puisse faire l'effort de gérer les passifs qui nous empêchent d'y entrer, mais que le Mali y est déjà, leur tend la main, laisse la porte ouverte et est prêt à engager la discussion qui nous permettra de construire une paix mondiale. On poursuit avec le Mali, avec cette sortie du secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres. Le Mali doit organiser ses élections, du moins passer le pouvoir aux civils. La pression est donc sur les autorités de la transition du côté du Mali. Il faut donner le pouvoir aux civils. Mais est-ce le moment, s'interrogent certains. Est-ce que la situation sécuritaire, parce que c'est l'élément principal, c'est pas le seul argument qui est avancé, mais c'est l'un des principaux arguments. On parle de la situation sécuritaire dans le pays qui ne permettrait pas pour le moment d'organiser des élections. En tout cas, on va en parler avec notre invité. Foundedi revient sur la situation. Dans un rapport rendu public à quelques jours d'une réunion du Conseil qui se tiendra sur le Sahara occidental, sous la présidence de la Russie, le 19 avril, M. Guterres s'inquiète de la persistance des violences et de leur impact sur les populations et de l'impasse dans laquelle se trouve un important accord de paix entre l'État malien et des groupes armés du Nord. Dans ce rapport trimestriel, M. Guterres relève les progrès accomplis sur cette voie, comme la rédaction d'un projet de constitution et la création d'une autorité de gestion des élections. Mais il ajoute du retard qui a été justement pris dans l'exécution de certaines activités essentielles. À moins d'un an de la fin prévue de la transition, il incombe aux autorités maliennes de faire tout ce qui est en leur pouvoir pour accélérer ce processus, de sorte que l'ordre constitutionnel soit rétabli dans les délais convenus. Seulement, Guterres semble oublier qu'une mission de stabilisation de l'ONU, la MINUSMA, est donc déployée au Mali, et ce, depuis 2013, avec environ 13 800 soldats et policiers à ce jour. Une présence qui n'a porté aucun bon fruit. Le Mali a justement été le théâtre d'un seul véritable putsch depuis 2020 et est dirigé donc par des militaires adoubés par le peuple. Sous la pression internationale, le gouvernement de transition s'est engagé à céder la place d'ici mars 2024. La réponse justement à ce rapport ne s'est pas du tout fait attendre, car dans un mémorandum publié sur les réseaux sociaux, le gouvernement malien assure que la mise en œuvre diligente du chronogramme de la transition demeure une priorité des autorités maliennes. Il assure aussi rester engagé et disponible pour la mise en œuvre diligente de l'accord d'Alger. Il remet ici en question le fondement de mise en cause de M. Guterres, selon lequel les forces maliennes ont commis des abus contre des civils lors d'opérations auxquelles a pris part du personnel de sécurité étranger. Le gouvernement revendique une amélioration de la situation sécuritaire et la neutralisation de centaines de terroristes au cours de ces 3 derniers mois. M. Guterres parle, lui, de conditions de sécurité toujours précaires. Il relève les restrictions imposées par les autorités maliennes au déplacement aérien ou terrestre de la MINUSMA. Une critique également rejetée par le gouvernement de transition malien. Voilà, merci à Foundedi pour cet élément qui nous permet de planter le décor en ce qui concerne cette autre actualité du côté du Mali. Dr Yamtimba, le Mali, du moins le pouvoir de la transition, doit rapidement remettre le pouvoir aux civils, selon le secrétaire général des Nations Unies. Il est quoi, le président d'honneur du Mali? Il est le secrétaire général des Nations Unies. Est-ce que les Nations Unies, c'est un État? C'est pas un empire, les Nations Unies. Oui. Parce que si c'était un empire, je comprendrais que le Mali soit un des royaumes vassaux. C'est pas... Je crois que les gens se confondent, ne comprennent pas quelle est leur position sur la carte du monde. Et c'est pour ça qu'il est de notre devoir de le leur rappeler. Le secrétaire général des Nations Unies aurait-il pu rappeler aux États-Unis de faire le recomptage des votes quand il y a eu des problèmes en Floride aux États-Unis?
Il ne pouvait pas s'en mêler. Le secrétaire général des Nations Unies peut-il aller demander à l'Assemblée nationale populaire de Chine de lui dire ce qu'il a à faire, ce qu'elle a à faire? Le secrétaire général des Nations Unies n'est pas le président du monde, de la Fédération des États du monde, dont le Mali serait un des États fédérés. Oui. Le secrétaire général des Nations Unies, et dans le cas d'espèce, il n'a jamais dirigé un État, il ne sait pas ce que c'est. Le président, le secrétaire général des Nations Unies n'est pas un empereur et le Mali serait un royaume vassal. Pas du tout. Il n'a aucun ordre à donner aux États africains parce que d'ailleurs, il ne peut pas se permettre de donner de ce genre d'ordre à son propre pays, le Portugal. Je crois qu'il se tait d'ailleurs, il n'a rien à dire. Et pour lui qui a quand même travaillé, qui a été membre du gouvernement portugais, oui. Je crois que c'est le minimum qu'il doit savoir. Ce n'est pas à nous de le lui rappeler. Donc, quand on a dit ça et qu'on a mis le secrétaire général dans son fauteuil en lui demandant de ne pas trop l'élargir parce qu'il risque de ne pas pouvoir porter tout ce qui va lui tomber sur les épaules, nous lui disons donc, en fait, le Mali fait son travail. Et le Mali fait son travail à son rythme. Oui. Un rythme souverain. Le problème avec les Nations Unies, le problème avec l'Occident, de manière générale, c'est d'avoir un État qui n'obéit pas à leurs injonctions, qui ne réagit même généralement jamais à leurs injonctions. Le colonel Assimi Goïta et ses amis ont dit, c'est mars 2024, ils ont essayé par tous les moyens de ramener ça en 2023. Vous avez dit qu'ils n'ont même pas écouté. Ils ont répondu une seule fois et après, ils n'ont plus jamais réagi sur la question. En leur disant, nous avons dit de 2022, ça sera en 2024, donc vous attendez 2024, point. C'était le rappel. Maintenant, les gens qui disent, qui mettent la pression, mettez la pression, votre pression va changer quoi? La pression ne changera rien parce que le peuple comprend ce qui est en train de se passer. Vous n'avez pas demandé qu'on mette des civils au pouvoir alors que vous... Bon, alors ils sont arrivés au pouvoir. Vous exigez la venue des civils au pouvoir alors qu'il y a eu un consensus national pour qu'eux, ils restent au pouvoir jusqu'en mars 2024. D'ailleurs, les assises nationales leur avaient demandé de rester plus longtemps. C'est eux qui ont dit, nous avons une parole d'officier et quand un officier a dit c'est 2 ans, c'est 2 ans. Au terme de 2 ans, éventuellement, on peut en reparler, mais pour le moment, ce sera 2 ans et on s'en tiendra à 2 ans. Donc, ils sont en train de faire leur travail. Et j'entends beaucoup de gens dire oui, mais ils ont... C'est ce qui se passe. En fait, c'est ce qu'on entend derrière le propos du secrétaire général de l'ONU. Oui. Oui, mais ils ont reporté le référendum. On ne fait pas un référendum au hasard, mais M. Gutiérrez, il était là quand on faisait le référendum sur Maastricht et quand on faisait toute l'introduction de l'euro. Il se souvient très bien qu'on a quand même pris le temps d'expliquer aux gens de quoi il s'agissait. Il y avait toute une campagne pour expliquer ce que c'était. Pourquoi quand le Mali prend le temps d'expliquer ce que c'était, ça fait problème. Et le Mali prend la peine, ce qu'on n'aime pas voir les Africains faire, d'introduire de la technologie qui évitera les conflits post-électoraux. Mais l'ONU s'accommode toujours très bien de ces conflits post-électoraux en Afrique. Ça lui permet de gérer comme on a géré en Côte d'Ivoire, ça lui permet d'organiser tout ce qu'ils peuvent organiser partout, là où ils peuvent organiser comme ils organisent et maintenir le désordre en Afrique. Donc, le Mali leur a dit, nous allons utiliser la technologie pour que les choses soient instantanées et qu'il n'y ait aucune critique, aucune plainte de fraude. Et le Mali va le faire. C'est de la technologie. Les ingénieurs informatiques savent faire ça. Les ingénieurs en télécom savent comment transmettre les données. Donc, il faut laisser les Maliens faire ce qu'ils ont à faire. Pour le moment, nous ne sommes pas en mars 2024 et nous ne sommes pas au-delà de mars 2024. Donc, qu'on laisse les Maliens faire leur travail. Et justement, tout à l'heure, on va essayer de comprendre pourquoi est-ce que les Nations Unies, ou du moins la communauté internationale, peut-être pour élargir un peu plus, ne peuvent pas ou refusent de respecter, d'attendre. Quel est le réel problème? Pourquoi, entre maintenant et 2020, en tout cas, du moins, pourquoi la date donnée par les autorités maliennes ne peut pas être la bonne date? Qu'est-ce qui est prévu? Qu'est-ce qui explique cette pression sur les autorités maliennes? Alors, on va y revenir plus tard. Avant,
on va rentrer au standard. On a Marc qui nous appelle depuis la France ce matin. Bonjour à vous, monsieur. Bienvenue. Bonjour, madame Ziké. Bonjour à votre interlocuteur, le professeur Yam Timba. Oui. Je l'écoute beaucoup et c'est un monsieur qui fait des analyses vraiment pointues. Et ça me plaît bien. J'écoute souvent l'émission sur l'économie. En tout cas, c'est très bien. Les Africains doivent comprendre que nos pays africains ont besoin même d'un pouvoir militaire, voilà, pour pouvoir sécuriser nos pays. Et si les impérialistes veulent aujourd'hui que le Mali puisse faire les élections, c'est qu'ils viendront pour truquer ces élections. Parce que les gens veulent sécuriser ces élections-là pour que les élections soient transparentes. Et cela ne les arrange pas du tout. Regardez ce qu'ils ont fait en Côte d'Ivoire. Quand ils sont venus pour truquer les élections, où il y a eu, en tout cas, ce problème, cette crise post-électorale, où il y a eu plus de 15 000 morts. C'est ce qu'ils cherchent. Et nous, les Africains, ne devons pas leur suivre. Moi, je pense que les autorités maliennes doivent être, en tout cas, patients, tranquilles. Et je veux même qu'ils laissent le pouvoir militaire en place. Parce que quand ce pouvoir militaire est en place, ils ont peur. Ils ont peur. Et comme en tout cas, les ressources du sous-sol malien sont immenses, donc ils veulent encore truquer pour pouvoir mettre la main sur les ressources du sol. Je ne sais pas pourquoi l'ONU s'occupe trop. Pourquoi c'est l'Afrique seulement? Pourquoi l'Afrique? Toujours c'est en Afrique. Mais qui s'occupe des États. Merci. Et je voudrais vraiment vous remercier pour tout ce que vous faites. Merci. Voilà. C'est nous qui vous remercions, Monsieur Marc. Merci beaucoup également. Merci d'avoir pris la peine de participer à cette édition ce matin. Merci beaucoup. Très bonne journée à vous du côté de la France. Nous, on est presque à la fin également, Dr Yam Timba. Alors, on ne doit pas s'inquiéter de cette pression, mais on s'interroge tout de même. Qu'est-ce qui se cache derrière cette pression? Qu'est-ce qu'on fait? Il y a un autre appel. D'accord. D'accord. Allô? Oui, madame. Oui, madame Doumbé. Oui, monsieur Sely. C'est monsieur Sely. Oui, monsieur Sely. Oui, j'appelais juste pour ajouter un petit mot par rapport à ce second sujet. Oui. Vraiment, j'ai beaucoup apprécié que M. Yam Timba développe cette notion de démocratie économique et démocratie électorale. Parce que la démocratie économique, elle découle de la démocratie du bien-être. C'est quoi la démocratie, n'est-ce pas? C'est faire en sorte que même les plus faibles de la population aient un minimum vital. Et c'est ça qui est en fait transféré en démocratie économique, parce que nous sommes dans un monde économique. Si vous ne pouvez pas vendre, échanger les choses, ça ne marche pas. Vraiment, et c'est le point fondamental qui doit guider les Maliens. C'est pour le bien-être de la population. Et j'aime toujours rappeler ça à mes amis. Le général de Gaulle, là, c'était un militaire. Et pour régresser la France, il lui a fallu plus de 20 ans de transition. Et la France vit encore avec la République de Gaulle. Tous se réclament gaullistes. Donc ils sont encore dans cette transition de ce militaire. Mais les Maliens doivent être tranquilles. Pourquoi? Parce qu'aucune loi n'interdit M. Goïta ou ou le Premier ministre. Le Premier ministre est un civil. Il peut se présenter. Même M. Goïta peut démissionner même 6 mois avant et reprendre le pays. Il ne faut pas lâcher. C'est pour ça que j'ai appelé pour dire aux dirigeants maliens de trouver toutes les ruses et tous les droits possibles pour conduire le Mali à l'indépendance. Les civils arriveront quand les choses vont se stabiliser. Mais le pays est encore en guerre.
Voilà ce que je souhaitais ajouter, Madame Sikendoumbe. Merci de m'avoir vraiment redonné cette occasion. C'est nous une fois de plus qui vous remercions. Merci à vous, Monsieur Sili. En tout cas, ça nous va droit au cœur. Ça prouve que vous êtes avec nous depuis le début et que vous nous suivez. On espère en tout cas que vous êtes satisfait des analyses qui sont développées ici sur le plateau. Nous, on est en train de sortir Dr Yamba. Quelle est l'urgence pas pour le Mali, parce que le Mali, bien sûr, donne ses arguments, mais pour les Nations Unies. Quelle est l'urgence? L'urgence, c'est que c'est de voir comment éventuellement on pourrait casser la dynamique pro-russe, pro-chinoise, mais surtout la lame de fond panafricaniste et nationaliste du Mali. C'est ça l'idée. Parce que le Mali, ça fait tache d'huile sur un vêtement propre. Okay. Si la transition réussit ce qu'elle est en train de faire, oui, elle va inspirer toute l'Afrique. Et que ce soit des civils ou des militaires, les gens comprendront que nos gouvernements doivent être fort fermes et absolument tenir à leurs engagements et uniquement à leurs engagements envers le peuple. Que la communauté internationale, je sais pas, enfin, j'aime pas utiliser ce terme. La communauté internationale, si on veut. Que les Nations Unies et l'Occident qui sont prolixes en critique et puis en suggestion pour aller dans leur sens, en faisant de la démocratie quelque chose d'important. Je suis sûr que si la démocratie électorale qui a été développée en Europe était une chose particulièrement intéressante, l'Europe ne l'aurait jamais vendue au monde. C'est pour ça qu'elle ne veut pas vendre la technologie. Pourquoi elle ne veut pas vendre la technologie, mais elle vend la démocratie? Pourquoi elle veut vendre son art décadent, mais elle ne vous vend pas, par exemple, la haute couture, elle ne vous vend pas, par exemple, la haute finance, elle ne vous vend pas, par exemple, l'industrie. Pourquoi elle ne fait pas ça? Pourquoi elle ne vend pas la science la plus avancée? Parce que c'est ça qui est important. Parce que la démocratie, ce n'est pas important. Et elle a trouvé qu'au fond, les élites africaines, pour la plupart, si vous restaurez nos cultures, vous restaurez notre mode de transmission des connaissances, notre mode traditionnel de transmission des connaissances, vous ne pouvez pas créer des élites qui sont disposées à duper leur propre peuple. Regardez tous les Africains qui sont nationalistes et tous les Africains qui sont des traditionalistes, ils ont tendance généralement à lutter pour l'égalité et l'équité dans la société. Tout à fait. Les seules élites qui se complaisent dans une espèce d'inégalité structurelle dans nos pays, dans nos sociétés, sont des élites occidentalisées. Et les élites occidentalisées ont un autre gros défaut, c'est que ce sont des élites qui ont des comportements mièvres. Ce ne sont pas des gens fermes. En général, ils peuvent être fermes contre leur propre peuple. Oui. Parce qu'en fait, ils réagissent exactement comme des Européens. Et donc, réagissant comme des Européens, les Européens sont fermes et sont rigides quand ils parlent avec les Africains. Et donc, ils ont tendance à avoir ce comportement, mais face aux Européens qui pillent leur pays, qui les accusent de tous les maux sans fondement, sans aucune preuve, ils sont plutôt complaisants. Et ça, c'est justement la chose que c'est-à-dire c'est le contraire de ce que la transition malienne leur présente. Et donc, du coup, ils sont tellement mal à l'aise qu'ils croient qu'ils sont obligés de leur mettre la pression. Mais un homme droit dans ses bottes, un homme sûr de lui, malheureusement, il n'y a pas aucune pression ne le fait dévier de son axe. Et c'est ça que nous admirons chez les Maliens d'aujourd'hui, et parce que ça va permettre à tous les chefs d'État africains futurs, à tous les gouvernements africains futurs, militaires ou civils, de se rendre compte que la fermeté est une vertu en politique et que le seul intérêt qui vaille pour un pays, c'est l'intérêt de son peuple. C'est tout. L'intérêt de son peuple, c'est bien sûr sur ces mots de notre invité, le docteur Yamba Ntimba, qu'on va également mettre un terme à cette édition de For You Matin sur For You Media Africa. Merci une fois de plus, docteur Yamba Ntimba, d'avoir partagé ce moment avec nous sur la télévision. C'est moi qui vous remercie de m'en avoir donné l'occasion. Sans oublier nos téléspectateurs, surtout ceux-là qui ont participé
à ce débat, à cette discussion avec nous ce matin. On parle bien sûr on pense à Gallo Célie, à M. Idriss depuis le Bénin, on pense à M. Marc. Entre autres, merci à vous, cher monsieur, de nous avoir appelés, d'avoir participé. On rappelle tout simplement les thématiques de ce matin, ce débat au niveau du Conseil de sécurité des Nations Unies. On a écouté les différents représentants du Mali, de la France, mais aussi de l'Équateur. Au cœur du débat, la question des droits de l'homme. Et bien sûr, chaque représentant a pu prendre la parole. On rappelle que c'est bien sûr la Russie qui tient la présidence de ce Conseil de sécurité en ce mois d'avril 2023. Et bien sûr, on est resté au Mali pour parler cette fois-ci de cette pression exercée par les Nations Unies sur le gouvernement de la transition qui, pour les autorités maliennes, les élections vont être organisées en mars 2024. Ce que l'ONU n'accepte pas, ou du moins la communauté dite internationale n'accepte pas et demande aux autorités maliennes d'organiser très rapidement les élections et de passer le pouvoir aux civils. Voilà donc, chers téléspectateurs, c'est la fin. Merci de nous avoir suivis. Restez en compagnie de nos programmes. À très bientôt.